l'Office national des forêts. Vous connaissez? C'est l'organisme qui s'occupe de nos forêts publiques. Mais ces 20 dernières années, il a perdu un tiers de ses effectifs. C'est une situation qui a des conséquences dramatiques pour la santé de nos forêts et aussi pour celle de nos gardes forestiers. Mais les choses pourraient changer. Dans quelques heures, l'Assemblée nationale va décider si oui ou non elle met fin aux suppressions de postes à l'Office national des forêts. Oui, la loi de finances va être votée. C'est le moment où les budgets sont alloués et où on pourrait décider de rétablir les financements nécessaires au fonctionnement de ce service public vital. Non, le gouvernement n'a pas décidé de changer de cap, malgré l'urgence climatique, la crise de biodiversité ou l'augmentation des incendies en forêt. Il a même prévu de supprimer 95 postes supplémentaires en 2023. Mais la situation à l'Assemblée a évolué. On a maintenant des forces d'opposition déterminées à arrêter le dépeçage de l'ONF. Et aussi des nouveaux alliés au sein de la majorité qui sont prêts à en découdre avec le ministère des Finances qui est à la manœuvre. Je ne vous cache pas que la tension, elle est immense. On est à 2 pas de l'Assemblée nationale avec le SNUPFEN, c'est le syndicat de l'Office national des forêts. On est là depuis 50 heures, 42 minutes et 57 secondes et on est en train de déclamer la liste des 182 008 personnes qui ont signé la pétition pour le maintien de l'ONF. Dans quelques minutes, l'Assemblée nationale va voter le budget de l'ONF. Nous, on est là pour mettre la pression sur les députés, pression maximale avec les citoyens déterminés à arrêter le lent démantèlement de l'ONF. Donnez-moi quelques minutes pour tout vous expliquer et pour ça, on remonte le temps. Je m'appelle Bruno et je me bats au sein de l'association Canopée pour que nos forêts restent vivantes. En fait, quand je regarde autour de moi, je constate qu'on artificialise de plus en plus l'espace, qu'on cherche à contrôler la nature pour qu'elle réponde à nos besoins immédiats, ou en tout cas aux besoins de certains, et je dois avouer que ça me fait vraiment peur. Ça me fait peur parce qu'on ne sera jamais capable d'imiter l'incroyable richesse des écosystèmes, leur complexité, et que si on joue à ça, en fait, on joue avec les conditions de vie sur Terre. Alors à Canopée, on s'engage pour que nos forêts soient mieux gérées, par exemple pour qu'on encadre strictement les coupes rases, et on défend aussi les gens qui dédient leur vie à la préservation des forêts. Je vous emmène à leur rencontre. En France, 25% des forêts sont publiques. Ça veut dire qu'elles appartiennent soit à l'État, c'est ce qu'on appelle les forêts domaniales, ou bien aux communes, ça c'est les forêts communales. Et ces forêts-là, qui sont les plus belles forêts de France, elles nous appartiennent vraiment à toutes et à tous. Et c'est justement ces forêts-là qui sont gérées par l'Office national des forêts. Salut. Bonjour Bruno. Ça va? Bonjour. Ici, nous sommes dans les Ardennes, où Raphaël et ses collègues s'occupent d'une forêt de 1500 hectares, à Sevigny-la-Forêt. Donc toi, Raphaël, tu es garde forestier, Ouais. c'est ton métier et ça correspond à quoi en fait dans la vie de tous les jours? C'est quoi le métier? Le métier de garde forestier, son but c'est de s'occuper des forêts, de tout ce qui se passe en forêt. Et tout ça, ça s'organise autour de 3 fonctions principales. Okay. La première, c'est la protection, la sauvegarde de l'état boisé, des habitats, des espèces. La deuxième, c'est la production, produire du bois, fournir des planches pour qu'on fabrique des meubles par exemple. Ouais. Et puis la dernière, c'est la fonction d'accueil du public, gérer le public en forêt. Oui, les chemins, les sentiers. Les chemins, les sentiers, tout ce genre de choses. Voilà. Ok. L'un des gestes qui illustre le mieux cette interconnexion entre la mission de production de bois et la mission de protection de la nature, c'est ce qu'on appelle le martelage. En fait, le martelage, ça consiste à déterminer quels arbres on va venir prélever et quels arbres on laisse en forêt. En général, le martelage commence par une virée. Ça veut dire que les gardes se répartissent en ligne, observent les arbres et progressent méticuleusement. Donc là, Élise, vous dites que vous êtes en train de faire un martelage. Ça veut dire quoi? Ça correspond à quoi ce mot? Le martelage en lui-même, c'est on va prendre un marteau, marquer les arbres qui vont être coupés selon différents critères. Tiens, si on regarde un peu autour de nous, si on voit celui là-bas, c'est un chêne. Donc déjà, on repère l'essence. On regarde au loin quand on martèle. Moi, je vois celui-là qui est tout tordu, qui est un peu penché, qui a un houppier, donc les cheveux pour les arbres, plus petit que celui-ci. Celui-ci, il est plus droit, il a un plus grand houppier, il est en meilleure santé. Et donc, on va favoriser plutôt celui qui est là parce qu'il est plus droit, plus gros. D'accord. Et donc celui-là, par exemple, tu vas l'enlever et comme ça, celui-ci va avoir plus de lumière, plus de place et il pourra grandir mieux. Il va avoir plus d'espace pour pousser, donc je vais enlever la moins belle qualité parce qu'en plus, il y a du semis en dessous, donc c'est du... Comme typiquement, il y en a un là. Et ça, pour moi, c'est un arbre en devenir. Donc, je vais en enlever un peu pour apporter un peu de lumière pour que celui-là, il puisse pousser. Tu vois ici, Bruno, on
on tombe sur un gros chêne qui présente une cavité de pic. Alors ici, le contour de la cavité n'est pas régulier. Alors on va plus penser à une cavité de nourrissage. En gros, si tu veux, la branche sèche de ce chêne présente probablement des insectes qui consomment le bois. Et du coup, il y a des insectes dans la branche. Tout à fait, dans la branche, sous l'écorce. Et le pic va venir consommer ces insectes-là. Au niveau de l'action de martelage d'aujourd'hui, ces arbres à fort intérêt écologique, on les marque à l'aide d'une peinture bleue via un triangle pour signifier à l'exploitant que cet arbre-là doit être conservé. Aujourd'hui, il est vivant-mort. Peut-être que dans 10 ans, il sera dépérissant. Alors l'écorce va commencer à se décoller du bois et il aura d'autres intérêts écologiques que la cavité aujourd'hui. Et donc avec ça, tu dis, cet arbre-là, on le conserve à titre écologique. Okay. Voilà. Et Raph, de ce côté-là, les arbres de la forêt, ils sont vivants, tout va bien, la forêt est en bonne santé. Et de ce côté-là, quand on regarde, on voit qu'ils sont tous morts. Tout à fait. Comment ça se fait? Parce qu'il y a juste la route entre les deux. Bah là, quand tu regardes, on a une forêt feuillue qui est diversifiée en essences et qui présente des essences locales, en l'occurrence majoritairement du chêne. Ouais. Et maintenant, de ce côté-ci, si on regarde, on a une forêt qui est très peu diversifiée. On va parler de monoculture, la culture d'une seule essence, en l'occurrence l'épicéa. On dit souvent qu'un écosystème, plus il est complexe, plus il est résilient. Ici, on a une forêt qui est compliquée. Il y a plusieurs essences, des petits, des moyens, des grands. Il y a des chênes, il y a du bouleau, il y a du hêtre, il y a plein de sortes d'essences différentes. Donc là, elle va être complexe, elle va être plus résiliente, plus résistante face à une perturbation. Ils sont pas tous morts juste parce que c'est une monoculture, c'est aussi l'insecte, le scolyte, qui est venu se mettre dedans. Tout à fait. Et dans ces cas-là, tu ne peux pas faire grand-chose. Mais là ici, ce qu'on observe très bien, c'est que ce petit ravageur, ce scolyte, il est venu manger, il est venu détruire tous les arbres un par un. Et il n'a pas eu de limite, il n'a pas eu de barrière. Il a pu se propager comme ça sur l'entièreté de la parcelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde cette parcelle, tous les arbres sont morts. Et toi, ton rôle de garde forestier dans ces cas-là, quand il y a ces insectes qui viennent et qui menacent la forêt, tu peux faire quelque chose? Tu peux intervenir là-dessus? Alors la première chose, le premier outil du forestier, ça va être l'observation. On a besoin de prospecter les parcelles, de passer du temps à prospecter et à observer ce qui se passe pour comprendre ce qui se passe et pouvoir agir de la manière la plus précise et la plus pertinente possible. En l'occurrence, là on est face à une attaque de scolyte. Cet insecte, si on veut essayer d'agir, il faut agir très tôt et très rapidement. Plus tu es sur le terrain, plus tu as la capacité de voir tôt qu'il y a un problème. Le forestier sur le terrain ou la forestière, c'est le premier observateur des changements globaux qui nous arrivent. C'est la tour de vigie. C'est nous qui observons, qui voyons au quotidien les changements globaux qui nous arrivent et les perturbations qui arrivent. On les observe, on les constate. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être nombreux et nombreuses sur le terrain, pour pouvoir réussir à détecter très tôt ces perturbations, ces attaques, et avoir une certaine réactivité. Les gardes forestiers, c'est vraiment des gens qui sont passionnés par leur métier. Ils sont très proches de leur forêt. Parfois, ils parlent des arbres, des plantes, des champignons ou des animaux pendant des heures. Ils sont très fiers de leur triage. C'est la zone qu'on leur a attribuée, dont ils s'occupent, et ils font vraiment de la santé de leur forêt une affaire personnelle. Souvent, on pourrait dire que les gardes forestiers sont des gens plutôt discrets. Alors pour qu'ils appellent à l'aide comme ils sont en train de le faire, ça veut dire que la situation doit vraiment être grave. Elise, on a vu que le nombre de postes, enfin moi je sais que le nombre de postes à l'Office national des forêts, il diminue depuis 20 ans, mais la taille des surfaces, la taille des forêts publiques qui appartiennent à l'État ou aux communes, ça ne diminue pas. Donc comment ça se fait? Vous gérez des surfaces de plus en plus grandes chacun, ou bien où il y a des surfaces que vous ne gérez plus? Qu'est-ce qui se passe? Technicien, en gros, c'est simple. En 20 ans, globalement, il faut compter qu'on a doublé la surface par personne à gérer. Que si on était... on a été à 800 hectares, maintenant on a 1600, et si on a 1600, on est plutôt à 3000. Et quand tu dis que quelqu'un qui gérait 800 hectares, maintenant il en gère 1600, comment elle fait? Elle travaille 2 fois plus vite, ou qu'est-ce qui se passe? On va mettre des missions de côté, ou tout simplement, même sur les coupes de bois, on va pouvoir moins passer de temps, donc on sera moins derrière les exploitants, donc il y a un risque qui est une péjoration de la qualité du travail
fait par les exploitants parce qu'on les surveille aussi pour ce qu'ils font, et donc un dégât sur la forêt derrière, au niveau des sols, au niveau des bois coupés, au niveau des choses comme ça. Et tout le tissu social qu'on pouvait avoir avec les acteurs locaux, donc les habitants, on va dire les chasseurs, les cessionnaires, les vététistes, etc. Et ben, on est moins souvent sur le terrain, et le nombre de fois où on nous dit « Ah bah, dis donc le garde, on connaît mieux la forêt que vous », parce qu'ils nous voient moins sur le terrain, parce qu'on a moins de temps sur plus de zones, donc on est obligé de parcourir, de survoler certaines choses. Et ça donne l'impression de faire mal son travail. Et Raphaël, ça me fait penser, il n'y a pas longtemps, j'étais à Bruxelles, à la Commission européenne, et j'ai rencontré un garde forestier de l'ONF qui me disait « J'ai été recruté en 2018 et je suis le dernier fonctionnaire ». Et en fait, Aymeric, tout à l'heure, il disait un truc semblable. C'est quoi cette histoire de dernier fonctionnaire en 2018 ? Bah ouais, clairement, ouais. Depuis 2018, on n'a plus de recrutement de fonctionnaires sur le terrain. L'ONF recrute des contractuels de droit privé. Et ça, c'est un vrai problème, la disparition du statut. Le statut de fonctionnaire, c'est une protection contre des pressions qui peuvent être à la fois internes ou externes. Si je prends l'exemple d'une jeune technicienne qui arrive en CDD de 6 mois. Elle est très compétente, elle est déterminée, elle fait bien son travail, mais son chef il va lui dire « Tiens, telle forêt là-bas, je veux que tu fasses une grosse coupe là-haut, c'est prévu comme ça, je veux que tu fasses ça ». Mais elle, voilà, elle a fait ses études, elle a son diplôme, et elle dit « Non, non, mais ça, c'est pas ce qu'il faudrait plutôt avoir une sylviculture douce avec ce qui se passe en ce moment, etc. » Derrière, l'employeur, il peut très bien lui dire « Merci madame, mais vous ne faites pas l'affaire finalement, vous ne convenez pas. » Ou alors, vous allez faire la grosse coupe que je vous ai demandé de faire, quoi. Ça peut être un exemple de pression interne. Alors que le fonctionnaire ou la fonctionnaire, il peut s'opposer à cette pression-là. Alors que le fonctionnaire, lui, il a la sécurité de l'emploi de ce côté-ci, de ce côté-là. Donc, du coup, lui, ce qu'il va mettre en avant dans son choix, c'est avant tout le besoin de la forêt. Est-ce que c'est pertinent qu'on fasse ça pour la forêt ou pas? Est-ce que c'est réglementaire qu'on fasse ça ou pas? Donc les contractuels, ils sont tout autant compétents que nous, les contractuels de loi privée. Mais par contre, ils ont un statut qui les protège beaucoup moins. Et ça, c'est un vrai problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on demande à des personnes de maltraiter la chose qu'ils aiment le plus au monde. Ils ont choisi ce métier par passion, mais on leur met la pression pour qu'ils coupent toujours plus de bois, pour accepter des coupes rases qui sont un non-sens écologique, et on ne leur donne plus les capacités d'effectuer leur travail correctement. Et ça, c'est le point de départ pour la perte de sens, le burn-out ou la dépression. Depuis 2005, on a 50 gardes forestiers qui se sont suicidés à l'Office national des forêts. Pour moi, on a une administration aujourd'hui, son objectif, c'est pas de défendre l'office. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif de l'administration, c'est pas de défendre l'ONF en fait. C'est d'appliquer les consignes des ministères. Et clairement, les consignes des ministères, c'est progressivement de mettre fin au service public. Et puis en fait, on suit quand même une politique qui est demandée par l'État d'industrialiser depuis une vingtaine, trentaine d'années. On est sur le schéma libéral et puis de production et d'uniformisation. Et pour nous sur le terrain, ça paraît des fois, suivant la formation qu'on a, suivant le parcours qu'on a, on peut devenir complètement... avoir des injonctions contradictoires, c'est ce qu'on disait, et puis devenir complètement cinglé parce qu'on n'est pas venu là pour ça. Mais pour certains, c'est clair dans leur tête, ça fait 30 ans qu'ils produisent du bois et ils sont là pour produire du bois parce qu'ils n'ont peut-être encore pas compris que la forêt c'était un écosystème plus complexe que la production de matière. Là déjà, il y a déjà beaucoup de mal-être. Si on rajoute à ça l'impression de faire mal son travail et puis de rentrer le soir chez soi avec ça dans la tête. Et si en plus on remet encore par-dessus des suppressions de postes, des nouvelles charges de travail, et ça continue, il y a des fois où ça déborde quoi. Du fait qu'on est maintenant éparpillé dans plein de choses à faire, on ne peut pas être concentré sur une tâche qu'on a envie de bien réaliser. Comme je disais tout à l'heure, j'ai lancé une exploitation, je l'ai suivi la première journée, tout se passe bien. Le lendemain je suis en formation, j'ai appris à midi que c'était parti en vrille. Parce qu'il ne pouvait pas être là en fait, voilà. On est absent, on n'est même plus dans la forêt. Nous qui sommes forestiers et forestières, quand on est face à un désastre forestier, face à une coupe abusive, non seulement on est spectateur, mais on est acteur aussi. Donc cette colère et cette tristesse qu'on ressent, c'est pas contre quelqu'un d'autre. À la base, au début, c'est déjà contre nous qu'on va la ressentir. Parce qu'en fait, c'est nous qui aurons été acteurs de cette coupe. Bien malgré nous, même si on n'est pas d'accord avec ça.
Et du coup, le seul moyen pour que psychologiquement on pète pas un câble, bah, c'est de rentrer en résistance finalement. Les gens, les gens qui prennent ces décisions-là, ils se rendent peut-être pas compte de ce que ça représente pour toi quand tu es sur le terrain. Ils se disent, bon, bah voilà, il y a des choses, tu pourras plus les faire, tant pis, enfin, c'est comme ça, quoi. Ils supposent aussi. Alors, moi, je suis pas d'accord. Dire qu'ils s'en rendent pas compte, ça fait quand même des années que d'un point de vue syndical ou même de plein d'autres moyens, ces problématiques-là sont remontées. Donc on peut pas dire qu'ils sont pas au courant. Non, qu'ils mais se rendent c'est pas compte. émotionnellement, peut-être, tu vois. Parce qu'ils sont pas dans la forêt, ils se disent, bon, oui, ils prennent ça un peu trop au sérieux, ou je sais pas. Oui, mais est-ce qu'ils ont eu des signaux d'alerte importants? Je veux dire, on peut en parler, mais les suicides à l'ONF, c'est pas quelque chose d'anodin, quoi. On peut pas dire que c'est pas le premier des signaux d'alerte. Vous avez déjà pensé à arrêter? Oui. Bah oui, bien sûr. Moi, je peux parler juste de mon cas personnel. Depuis mon premier stage que j'ai fait à l'ONF en classe de 3e, qui était à l'ONF dans les Ardennes, c'est devenu mon rêve, quoi, rentrer à l'ONF. J'ai fait plusieurs stages et pendant mes études, voilà, bon, j'ai eu un parcours un peu compliqué, mais je me suis présenté pendant 10 années au concours de l'ONF. Pendant 10 Pendant 10 ans de suite, j'ai passé le concours pour absolument rentrer à l'ONF, c'était mon but, quoi. Et aujourd'hui, voilà, moi je me disais, bah, c'est bon, c'est l'ONF jusqu'à la fin de ma carrière et puis c'est réglé, parce que j'ai toujours rêvé de ça. Et aujourd'hui, non, en fait. Et rien que d'y penser, ça fait des frissons dans le dos, parce que je me dis, merde, putain, en 10 ans, j'ai passé le concours. T'arrives plus à être très fier de ce qu'on fait dans tous les boulots, c'est... Enfin, fier entre guillemets, c'est être sûr qu'on a fait le mieux possible, mais là on peut plus se dire qu'on a fait le mieux possible parce qu'on a fait le moins mal possible. Oui, je voudrais vous partager une petite anecdote que j'ai vécue cet été. J'avais rendez-vous avec un collègue pour aller marquer des grosses coupes rases d'épicéas scolité. Donc typiquement le genre de choses que je trouve pas cohérent. Ouais. J'arrive un peu en avance, j'étais dans ma voiture en train de préparer mes affaires, machin. Et donc j'étais garé sur le bord de la route. Et il y a une dame qui passe et qui me dit en anglais vous avez un beau métier. Donc je sors la tête de mon coffre, je regarde, et c'était une dame, probablement une touriste, qui me répète vous faites vraiment un beau métier. Mais moi là, toute la journée, j'allais marquer de la coupe rase. Donc il y avait un fossé énorme entre l'idée qu'elle avait dans la tête et cette sensation qu'elle a eue de malgré la barrière de la langue, d'essayer de me faire comprendre que je faisais un beau métier, alors qu'en fait, moi, toute la journée, j'allais juste raser la forêt. Ça, et ce fossé-là, moi, sur le coup, il m'a détruit, quoi. J'ai eu honte de porter l'uniforme de l'office. Et qu'est-ce qui fait malgré tout ça que finalement vous êtes là? Enfin, vous n'avez pas abandonné vos postes, vous n'êtes pas parti, vous n'avez pas fait autre chose? Si nous, on n'était pas là, il y aurait qui à notre place? Il n'y aurait personne. Du coup, tu te sacrifies? Et si on aime la forêt, faut qu'on soit là. Et vous avez déjà essayé alors de faire quelque chose pour arrêter cette machine infernale dont vous parliez hier? Bah oui, ça fait des dizaines d'années maintenant qu'on fait des mobilisations. Je peux te citer l'exemple du bâchage de la Tour à Paris, la direction générale. On a déjà fait plein de grandes manifestations, de grandes marches à Paris aussi. Bon, ça, on s'est rendu compte que ça marchait pas très bien, donc on a essayé d'autres choses. Des marches pour la forêt, 4 grandes marches pour la forêt. On vient des 4 coins de la France, on se retrouve à Troncé. Après, on n'a quand même pas réussi jusqu'à présent à avoir des grosses avancées au niveau des suppressions de postes, quoi. C'est pas terrible de ce côté-là. Mais tu vois, moi je pense que cette année, ça peut vraiment être différent. Parce que déjà, il y a eu les élections législatives, donc la composition de l'Assemblée nationale, elle est complètement différente. Le gouvernement ne peut plus passer en force en n'en ayant rien à foutre de ce que veulent les autres partis. En plus de ça, il y a eu ces dernières années les scolites, on l'a vu même ici, les épidémies de scolites. Il y a eu les feux cet été, ça a brûlé de partout. Je pense que ce n'est pas possible de continuer à supprimer des postes à l'ONF alors qu'on est dans cette situation-là. Et en plus de ça, il y a la mobilisation citoyenne, les gens ils sont à fond. La pétition qu'on a faite, elle a fait plus de 160 000 signataires et ça continue tous les jours de signer. Et je me disais, si on voulait montrer aux députés combien ça fait 160 000 gens, parce que ce n'est pas juste un chiffre, c'est vraiment derrière chaque chiffre, il y a une personne.
si on lisait le nom de tous les gens qui ont signé la pétition, ça prendrait 82 heures non-stop. Ça, c'est comme ça en calculant rapidement, mais ça veut dire que c'est hyper long. Donc ça, je pense que c'est pas possible d'ignorer autant de gens quand même. Si c'est ça, tant mieux, effectivement. Si on peut avoir 2000 postes en plus, ça serait vraiment une très bonne nouvelle pour la forêt et les personnels qui la gèrent. Ben, moi, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer toute la base de contact Canopé. On va demander à tout le monde d'interpeller son député par mail, par téléphone. Ça va être des flots de messages. En même temps, on continue à appeler nous-mêmes les députés à faire le travail des lobbies. Et après, on va à Paris et on met une pression de malade, quoi. Je pense que vous avez bien compris que les changements globaux sont déjà à l'œuvre et les forestiers et les forestières de terrain sont vraiment les premières tours de vigie, sont vraiment les premiers observateurs de ces changements globaux. Donc c'est primordial d'avoir des personnels sur le terrain et aussi dans les services. On a besoin de personnel sur le terrain. Voilà, je me permettais juste de faire ce rappel. Il semblerait que donc vous, Mme Jourdan, au Parti Socialiste, vous redéposiez l'amendement à 2000 ETP supplémentaires. La France Insoumise va déposer aussi le même amendement que vous et en plus un amendement encore plus ambitieux à 4000. J'ai reçu ce matin, sans les avoir sollicités, un appel du Rassemblement National qui va aussi déposer l'amendement à 2000. Et du côté de la majorité, ça bouge. Il y a plein de députés qui sont en train de pousser. Alors, là, justement, message de Eva Morel, c'est la collaboratrice de Sandrine Lefeur, donc députée Renaissance de la majorité de Macron, et qui dit qu'on a son total soutien. Donc ça déjà, c'est excellent, donc c'est une députée de la majorité. Du côté de Madame Carrois, de Madame Lefeur, de Madame Panonacle, elles aimeraient déposer un amendement avec Mme Brulebois aussi à plus 500 ETP pour l'ONF, et avec un deuxième amendement de repli à plus 200 équivalents temps plein. Donc j'ai l'impression qu'il y a de tous les côtés des amendements qui vont venir pour réaugmenter les postes. Moi, comme je vous le dis, je sens un intérêt fort et je pense que cet intérêt fort, il est lié aussi à la mobilisation que vous avez menée. Entre le séminaire parlementaire, entre votre travail pour qu'on aille défendre des amendements, entre les mobilisations citoyennes, tous les mails qu'on a pu recevoir des citoyennes et citoyennes. Moi, j'en reçois plein là en ce moment, justement sur la mobilisation que vous portez la semaine prochaine. Désolé si ça spam. Et vous faites un travail qui est absolument incroyable et en fait, si les choses bougent, même du côté du gouvernement, c'est grâce à l'ensemble de cette pression-là aussi, j'en suis persuadée. On sera là, on va mener la bataille pour l'augmentation des effectifs et pour aussi l'entretien d'une forêt dont on a tous besoin. Merci beaucoup pour votre soutien sur ce dossier. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup. Bon courage, bonne nuit. Merci de votre soutien et de votre travail dans cette démarche. Très bien, à bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. « 3221 personnes ont déjà contacté leurs députés suite à notre mail. J'ai plein de retours de l'Assemblée et tous nos amendements ont été déposés. Maintenant, il faut que les députés comprennent vraiment à quel point le soutien public est fort. Et regardez ça, c'est la liste de tous les gens qui ont signé la pétition. On va la déclamer ici et on ne part pas tant qu'on n'a pas fini la lecture de tous les noms. On est bon? Ouais, c'est bon, je monte le micro, c'est prêt. Nous, on ne va pas bouger parce qu'on veut vraiment mettre la pression sur les députés, leur demander de voter ces amendements-là. Je pense qu'il va y en avoir pour un bon bout de temps. Et pour savoir exactement pour combien de temps il y en a, on a un chronomètre qui est là, qu'on va lancer dès que je vais commencer à lire. Donc les personnes qui souhaitent qu'on arrête la privatisation de l'Office national des forêts et qu'on réaugmente les effectifs, la première d'entre elles, c'est Anne-Marie Roquia. Jodiane Collet. Si vous voulez aller chercher un sandwich, vous pouvez, hein, ça va être long. Edith Poix. Elisabeth Bareil. Muriel Lafont. Pascaline Peña. Tantino Monique. Tracy Roache. Jean-Yves Gillet. Francis Laforgue. Juliette Maréchal. Caroline Amstad. Marianne Pasturel. Dominique Fayet. Yann Picard. Gilbert Sastour. Aéva Menuy. Antoine Zacode. Simon Gérardin. Lise-Marie Lassalle-Ferriand. Bruno Levitre, Christine Depaille. Jean-François Briand. Mireille Leboucher. Frédéric Deschênes. Michel Campion. Marie-Hélène Orcastagno. Patricia Longuero. Philippe Neuve. Nelly Cosnefroy. Maria Panique. Alain Salvage. Nadège Martin.
Aurélie Borg, Sylvie Pommier, Ralph Walter, Axel Lhomme, Léa Le Cornec, Brigitte... Cette nuit, en gros, il faut un groupe de personnes pour ce soir jusqu'à 2h ou 3h du mat, et un autre qui va se lever à 2h ou 3h du mat. Les gens qui vont se lever à 3h pour arriver ici sous la pluie et déclamer des noms devant personne, ils vont pas trop comprendre ce qui leur arrive, mais bon. Ok, allez, c'est parti. Ça te va ? Moi, j'enchaîne là-dessus et je vais les prévenir. Ouais, allez, c'est parti. Christophe Lemoine, Annette Monvoisin, Régis Foliat, Stéphanie Zoll, Gilles Calfort, Olivier Bordier, Michel Reynaud, Jordan Gautret, Véronique Riesco, Philippe Chauvin, c'est pareil, comme Guy Cohenec, Marcel, Michel Leboisigo, Nicolas Postel, François Denis, Jean Matelon, Nadine Vialon-Le Sophie Lapin, Mathieu Marco, Chantal Tixier, Hélène Bon, quand on vous a dit qu'on allait déclamer les 177 000 noms des signataires de la pétition contre la privatisation de l'ONF sans s'arrêter, on n'a pas menti. Là, il est 2h, il doit être 2h30, 2h40 du matin. On lit depuis 13h42 et on est là, c'est la nuit, on continue la lecture. Cyril Agnin, Priscilla Lagarrigue, Coralie Couperier, Papillard Bruno, Christian Césrac, Jean-Claude Radigon, Myriam Muris, Raymond de Blanc-Thomas, Christine Caro, Saïd Gadoum, Muriel André, Monique Steve Jérôme Flamand, j'ai fini ma feuille. moi-même, j'habite dans la forêt de Meudon. En 2100, 80% de l'extinction des espèces sera due au changement climatique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le changement climatique est important. Or, le seul puits terrestre important qui permet d'atténuer le changement climatique, c'est nos forêts. Cette originalité du milieu forestier, c'est le temps long, c'est le temps des forêts. Et ce temps long, il est très clairement, c'est évident aujourd'hui, en confrontation directe avec la temporalité de l'économie extractiviste appliquée à la forêt. Le service public forestier est indispensable pour avoir une gestion durable de la forêt. Parce que nous, on veut des fonctionnaires. Voilà. Nous, on veut pas le fait que progressivement, on ait une sous-traitance qui commence par des contractuels et qui après poursuit vers une privatisation. C'est-à-dire, on veut des fonctionnaires parce que c'est l'assurance, justement, que quelque part, il ne peut pas y avoir de pression sur les agents de l'ONF par rapport à la mission que leur donne l'État. Donc depuis 2000, l'ONF a perdu 4000 emplois. Et donc nous allons nous battre par des amendements qu'on va défendre pour restaurer donc ces emplois. Il faut recréer les 4000 emplois qui ont été supprimés. C'est un investissement pour l'avenir, c'est pas une dépense, c'est un investissement pour ce qui est une part de notre assurance vie. Agnès Turniche, Gilles Deluy. Bruno, qu'est-ce que tu es en train de faire là? On est en train de lancer le direct de l'Assemblée. Il y a une grosse rumeur de 49.3. Si à 15h, là, on ne voit pas Elisabeth Borne, c'est que l'amendement va être certainement discuté cet après-midi. Le premier amendement qui sera discuté tout à l'heure, il est déposé par les Républicains, par 2 députés Républicains, et il demande 4000 ETP en plus pour vous. Tu vois, il fallait le chiffrer. Voilà. Et derrière LFI aussi 4000, et derrière les écolos aussi 4000. 4000, c'est bien. Donc s'il y a l'alliance gauche-droite, il faut gagner quoi. Oui, je vous mets en parleur, je suis avec les forestiers, je leur transmets juste l'info. Donc AT, qui est le collaborateur du groupe socialiste, dit que le gouvernement a déposé un amendement à plus 10 millions pour l'ONF. Il demande l'avis. Est-ce que c'est... C'est rien. C'est rien du tout. C'est rien, 10 millions. Je veux dire, par rapport en termes d'équipement. Bah, ça supprime la suppression des 95 postes. Ouais, c'est ça. Mais c'est en fait, oui, mais c'est... Non, c'est... En fait. Il faut 220 millions pour les 4000 postes. Voilà. 220 millions. Ah là, d'accord. Là, les forestiers, ils sont déterminés. Ils vous disent non, ils veulent tout, quoi. Ils veulent les 2000 ou les 4000 postes. Je préviens LFI, déjà, premièrement. Oui, allô, Raphaël. C'était pour te dire, le gouvernement vient de déposer un amendement à plus 10 millions pour l'ONF qui sera voté avant les autres. Et les gardes forestiers de l'ONF disent qu'ils préfèrent voter contre celui-là et espérer que derrière, il y a les amendements à plus 115 millions ou plus 231 millions qui passent. Donc là, ils sont... Voilà. Et c'est ce que va faire le Parti Socialiste, donc pour que vous soyez coordonnés entre vous, quoi. Alors ? Ah, t'es dans l'hémicycle ? Ouais. Ouais.
Je te donne juste l'information très rapidement alors. Tu m'entends ou tu peux parler? Oui, je t'entends, c'est bon. Le gouvernement a déposé un amendement sur l'ONF à plus 10 millions. Mais ce que les forestiers demandent là, c'est que de voter contre, parce qu'il sera discuté tout de suite au début et il ferait tomber les autres. Et eux, ils veulent plus 115 millions ou plus 231 millions. Ok. Alors nous, ce qu'on nous annonce, c'est quand même que potentiellement on a 49.3 dès maintenant, mais je ne suis pas sûre. 49.3 dès maintenant. Les LFI c'est bon, les Verts c'est bon, les socialistes c'est bon. LR, en fait il faut trouver le numéro de quelqu'un chez LR pour leur dire de voter contre l'amendement du gouvernement et pour le leur. C'est risqué votre truc, hein. C'est le poker menteur quoi. S'il avance. Les députés de gauche sont prévenus, maintenant les députés de droite qui nous soutiennent le sont aussi. Est-ce que gauche plus droite ils vont battre la majorité? Est-ce que non? Est-ce que. Voilà, c'est bon? Je vous remercie, Monsieur le Ministre, et nous en avons donc terminé avec les questions. Demande de suspension de Monsieur le Ministre. La séance est suspendue pour une durée de 10 minutes. Bah, qu'est-ce qui va se passer pendant la pause? C'est intenable, on voit même pas si elle entre dans la pièce. Ça, c'est les prochains amendements qui vont être discutés. C'est les nôtres, ça c'est celui de LFI, ça c'est celui de la droite, ça c'est celui de Dominique Potier qui était là tout à l'heure. Donc soit la séance reprend avec nos amendements, il y a le vote et on peut gagner, soit la séance reprend et il y a la première ministre Elisabeth Borne qui dit 49.3, pas de discussion d'amendement. Tout ça, on n'en parle même pas. Puisque le projet de loi est profondément dénaturé, nous devons réagir. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la deuxième partie et l'ensemble du projet de loi de finances pour 2023. Tu peux faire un truc? Tu veux faire une action devant le Sénat? Ça va jamais s'arrêter. Là, on a l'impression qu'il faut la maintenir jusqu'au bout. Et il n'y a pas de 49.3 au Sénat. Oui, je sais. Et puis de toute façon, on est bien obligé. Oui, mais il y a 20 minutes, on y croyait, et là maintenant, c'est déjà... c'est comme ça qu'on a toujours fait. Ah mais je sais pas, vous êtes coriace quoi. Moi je pense que dans 2-3 jours, je vais me dire pareil, mais là tout de suite, j'arrive pas à me dire ils ont gagné que 3 mois, on va remettre ça. Bastien Corner, Marie-Françoise, Marie Collecte. Philippe, on lâche rien! Hardy! Notre histoire finira bien. Oui. Et si elle semble mal se finir, ça voudra dire qu'elle est pas finie. Attention, c'est la dernière ligne droite, avec Christelle Bernard, Guillaume Castel, Romina Fourreau, Simon Chazelle, Christiane Escocep, Piotchek Bialek, Gaëtan Chambry, Nina Béziot, Séverine Bourgoin, Alice Montagne, Yves Denis, Valérie Vervaeke, Nicolas Lachambre, Guillaume Thomas, Vanessa Ducrot, Cécile Scaillerez, Marie Durand et Antoine Morfouès. Ça y est, cette action est enfin finie. On vient de déclamer plus de 184 000 noms, les signataires de la pétition en soutien au service public forestier. Les députés qui sont venus nous voir tout à l'heure nous l'ont encore confirmé, on n'est vraiment pas passé loin de la victoire. Si le gouvernement n'avait pas activé le 49.3, nos amendements les plus ambitieux auraient pu être adoptés. Là, les batteries sont à plat, mais on va vite les recharger parce qu'on ne peut pas abandonner. Pour Raphaël, pour Charles, pour Eric, pour Élise et pour Émeric et pour tous les personnels de l'ONF, on ne peut pas abandonner parce que c'est l'avenir de nos forêts publiques qui est en jeu. On a encore une bataille qu'on peut gagner, elle va se jouer au Sénat. Là aussi, on va avoir besoin de vous. Alors pour nous aider, suivez-nous sur les réseaux sociaux et via la newsletter. On continuera à se battre ensemble pour des forêts vivantes.